parler d'innovation technologique et de la manière de gérer un projet d'innovation technologique. Alors, il faut savoir qu'on considère que 70% des dépenses R&D en entreprise seraient consacrées à des produits qui échouent sur le marché. 70%. Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie qui est dépensée en vain. On considère que dans 20 à 40% des cas, ces échecs sont dus à des problèmes de l'ordre de la technique, de la technologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas maîtrisé la technique, la technologie, on n'a pas su faire le bon produit d'un point de vue, on n'est pas arrivé à faire le bon produit du point de vue technique et technologique. Mais il y a 60 à 80% des cas où en fait on a une mauvaise approche du client, on n'a pas compris les contraintes du client, on n'a pas compris l'utilisation qu'il pouvait faire du produit, on n'a pas compris ses perceptions, on n'a pas compris son mode d'organisation. Et donc en fait, bien s'intéresser au client, c'est extrêmement important parce qu'il y a énormément de gaspillage de ressources là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une innovation technologique? Souvent, ça va être quelque chose qu'on vend à une autre entreprise, une innovation technologique, donc ça va être du B2B, du business to business. Et ça peut être une technologie que l'entreprise a créée elle-même, ou alors elle peut avoir acheté un brevet, ou elle peut avoir pris une licence, loué un brevet un peu, on peut dire. Ou alors ça peut être du transfert de technologie depuis la recherche publique jusqu'à l'entreprise. Le problème, c'est quand on a une technologie nouvelle comme ça, en fait, au départ, souvent, les champs d'application, ils apparaissent complètement illimités, quoi, très grands. Quand on a une technologie nouvelle, on peut imaginer des tas de manières de l'utiliser. Le champ du business model, c'est la manière de rentabiliser, comment on peut envisager de capter de la valeur et de rentabiliser cette innovation. Aussi, il y en a plusieurs possibles, il y en a parfois des multiples possibles. Les marchés n'existent pas, il faut le créer. Les clients n'existent pas, il faut les susciter, il faut aller les démarcher pour les trouver. Et il faut trouver un besoin, il faut créer un besoin. Ça veut dire qu'il est là, si on le crée, c'est que latent, on pouvait le créer. Mais il faut créer un besoin qui ait une valeur compatible avec les coûts. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à vendre quelque chose qui donne à votre client beaucoup d'utilité s'il n'a pas le budget pour le payer. Donc il faut que le client ait le budget pour payer votre innovation. Et aussi que cette innovation lui apporte suffisamment d'utilité pour qu'il débloque le budget pour la rémunérer. Donc il faut créer un besoin qui ait une valeur compatible avec les coûts de votre innovation. Et tout ça par rapport à quelque chose qui, au départ, est complètement virtuel. On a seulement une innovation qui est technologique. Il faut chercher quelles applications, où est-ce que je la vends. Alors, un exemple pour vous montrer une laine de verre ultra fine, qui est une réelle innovation technologique qui a existé. Donc, on s'est demandé à qui on pourrait la vendre, quelles applications. On voit que les applications, elles sont tous azimuts, quoi. On peut en faire un isolant dans les bâtiments, dans les logements, ou dans l'avion, ou pour faire des vêtements. On peut en faire un isolant thermique, un isolant phonique dans les véhicules, dans les appartements, un bouchon doré. On peut en faire des filtres pour les liquides, pour les gaz. Comme ça a un pouvoir de rétention des liquides, on peut en faire un séparateur de batterie, un support de culture, ou pourquoi pas, des culottes. Mais vous voyez bien que si vous développez cette laine de verre ultra fine, il suffit pas, vous ne pouvez pas prendre le même produit exactement, le vendre comme isolant pour un avion et comme couche-culotte, quoi. À chaque fois, en fait, il va falloir développer un produit spécifique parce que l'épaisseur, les caractéristiques de votre laine de verre, il va falloir les travailler dans un sens ou dans l'autre. Si c'est l'isolement thermique, ça ne va pas être la même densité et la même caractéristique que si c'est de l'isolation phonique. S'il s'agit de retenir des liquides aussi, et toute l'enveloppe de ne va pas être la même suivant l'utilisation que vous en faites. Donc à chaque fois, pour une application, il faut en fait développer un produit spécifique ici, un produit spécifique ici, un produit spécifique. Donc à chaque fois, il faut faire un développement spécifique pour chacune de ces applications. Ce n'est pas donné au départ, je prends ma technologie et je la fourgue telle quelle et elle est bonne pour tous ces utilisateurs. Ça ne marche absolument pas comme ça. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle ici donc ça, c'est un monsieur qui s'appelle
Monsieur Millier, vous pouvez trouver sur Internet, il a un blog, c'est assez intéressant. Et puis, il a édité un bouquin d'où j'ai tiré cet exemple et plusieurs exemples de ce cours-là. Bon, j'ai mixé à une partie avec d'autres auteurs. Donc, à partir d'une technologie nouvelle, on peut imaginer plusieurs types d'applications et parfois beaucoup de types d'applications. Alors, le problème, c'est que donc, ces marchés-là, ils n'existent pas. Comment j'étudie des marchés qui, pour l'instant, sont complètement virtuels et n'existent pas? Alors, un autre exemple, une entreprise, on peut imaginer qu'avec des membranes particulières et avec les pouvoirs de la biotechnologie aujourd'hui, on peut imaginer qu'on peut encapsuler des cellules ou des enzymes ou des molécules, différents types d'actifs, on pourrait les encapsuler dans une membrane et en fait en faire des organes artificiels comme ça qu'on implanterait dans le corps humain pour résoudre certaines maladies. Il y a plein de maladies qui sont dues à une carence en un certain enzyme, un pancréas qui est défaillant, un foie qui est défaillant. Donc on pourrait imaginer comme ça, et ça se fait, il y a des recherches là-dessus, qu'on crée un organe artificiel à partir de cellules ou d'actifs, d'enzymes, et qu'on implante dans le corps humain. Donc c'est encore très très en amont, dans la recherche très en amont. Mais vous voyez que si on cherche les différentes maladies que ce produit-là pourrait guérir, on voit qu'il y a plein de maladies, parce qu'il y a plein de maladies qui reposent sur une défaillance d'un organe ou sur un manque de telle molécule, de tel actif, de telle enzyme, de tel intermédiaire dans un métabolisme. Et en plus, on peut dire qu'on peut encapsuler 5 types de cellules dans 4 à 5 types de membranes. Donc on voit qu'on a plein de potentialités. Alors il faut déterminer la forme de l'implant, il faut déterminer la localisation. Et si vous êtes une start-up, mettons que vous soyez une start-up qui va se lancer là-dedans, vous pouvez choisir en fait de vous placer à différents stades de la chaîne de production. Vous pouvez être quelqu'un qui va produire les implants, donc qui va encapsuler et fabriquer l'implant. Vous pouvez être celui qui va fabriquer les membranes. Vous pouvez être celui qui va simplement encapsuler les implants dans les actifs dans la membrane, les actifs ou les cellules dans la membrane. Donc, vous pouvez être celui qui vend la licence simplement d'encapsulation. Voilà, celui-là, le service encapsuler les cellules pour le compte d'un laboratoire qui, lui, vendra les implants. Donc, on peut se placer, une start-up sur une technologie comme ça, elle peut envisager de se placer à différents stades de la chaîne de production. Vous voyez qu'elle va être éclatée. On est dans des systèmes où les chaînes de production sont éclatées entre plusieurs acteurs. Et c'est très important de réfléchir. Sur quel stade, en fait, vous pouvez développer un avantage comparatif? Sur quel stade vous serez concurrentiel? Ça dépend de vos compétences, ça dépend de ce dont vous disposez financièrement et aussi en termes d'équipement. Ça dépend de plusieurs choses. Alors, par exemple, ici, la start-up, elle décide de faire un service d'encapsulation des cellules pour une entreprise qui, elle, vendra les implants aux hôpitaux et aux cliniques. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a trouvé des clients potentiels, il faut aussi convaincre, pour quelque chose qui est très high-tech comme ça, il faut aussi convaincre tous les acteurs dans l'environnement. Alors, si on est sur ce type de choses, donc un organe artificiel, en gros, des actifs encapsulés dans une membrane qui soit compatible, qui soit acceptable, qui ne soit pas rejeté par le corps humain, il va falloir aller voir quel type d'acteurs pour voir si on arrive à les convaincre. Les biologistes. Oui, les biologistes, où ça? Les biologistes qui sont où? Dans les associations de malades? Il n'y a pas un conseil, je sais pas, de santé publique? Un conseil de santé publique, il y a des comités d'éthique. Comités d'éthique. Oui, c'est très important, effectivement, que les comités d'éthique voient votre produit d'un bon œil, qu'ils ne voient pas qu'il y a des problèmes éthiques, effectivement. C'est un acteur à prendre en compte. Plus en amont, plus directement. Qui est-ce qui va implanter les médecins, les chirurgiens même. Donc, il faut que votre implant soit vu d'un bon œil par les chirurgiens. S'ils considèrent que votre produit, ça va leur compliquer leur geste chirurgical, que ça va leur compliquer la vie, ça va être très difficile à vendre. Donc, si vous voyez que les chirurgiens, par exemple, ont des réticences, il faut retravailler sur le produit
en fonction de leur réticence pour lever ces réticences. Parce que sinon, votre produit est mort. Si les chirurgiens n'en veulent pas, ou s'ils ont vraiment des réticences fortes, ça va être mort. Qui d'autre va avoir... qui est-ce qui gère les organes greffés, par exemple? C'est les hôpitaux qui gèrent toute la logistique des organes greffés, les transports, etc. Donc il faut que les hôpitaux ils considèrent que ça ne va pas plus compliqué de gérer ces organes-là que d'autres organes qu'on greffe. Et même peut-être on peut imaginer que ce soit plus simple, parce que c'est très fragile quand même, les greffons humains. Qui d'autre? Qui est-ce qui va solvabiliser votre... qui solvabilise en dernier ressort votre système là? C'est la Sécu, la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, qu'est-ce qu'elle va regarder pour est-ce que si elle ne rembourse pas vos implantations, là, vous allez avoir un tout petit marché, les émirs, les gens très 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 riches, ça ne va pas faire beaucoup de clients. Alors, quels sont ces critères à la sécurité sociale pour décider qu'elle va rembourser vos implants? L'efficacité, c'est vrai, mais pas seulement. L'efficacité par rapport à quoi? Oui, par rapport au nombre de personnes qui sont concernées par la maladie concernée, mais l'efficacité par rapport au traitement existant. Donc elle va comparer ce que vous proposez, la solution que vous proposez par rapport au traitement existant, elle va la comparer au niveau de l'efficacité, et elle va la comparer au niveau de quoi aussi? Du coût. Donc si c'est plus cher que le traitement existant, il faut vraiment que ce soit beaucoup, beaucoup plus performant, sinon vous n'allez convaincre personne. Donc la sécurité sociale, et donc il faut que vous anticipiez et il faut que vous travailliez le développement de votre produit pour qu'il soit effectivement convaincant par rapport aux alternatives de traitement existants et qu'il soit aussi convaincant au niveau du coût. Donc il faudra montrer effectivement combien de malades, que les diabétiques ne vont pas rester à vie sous insuline, que les gens vont rester moins longtemps à l'hôpital que peut-être avec des greffes d'organes humains. Donc avoir des arguments, parce que plus les gens restent à l'hôpital, plus ça coûte à la sécurité sociale. Donc avoir des arguments sonnants et trébuchants, vous aurez plus de chances que la sécurité sociale accepte de rembourser vos produits. Alors on en a parlé, il y a aussi maintenant les associations de patients. On voit, par exemple, ceux qui organisent le Téléthon. On voit que ce sont des lobbies, les associations de patients, qui sont très efficaces du point de vue du lobbying. Donc, c'est des gens, effectivement, des parents de gens qui sont concernés par la maladie. Et ces gens-là, ils ont le pouvoir d'essayer de convaincre. Ils vont avoir du pouvoir pour convaincre les politiques, donc convaincre la sécurité sociale. Et ce sont des gens qu'il est important d'avoir dans sa poche. Donc, allez voir les associations de patients des maladies que vous visez. Et les convaincre. Donc à chaque fois, évidemment, les comités d'éthique. Donc à chaque fois, si on voit qu'il y a des réticences à un point ou à l'autre, ça peut peut-être vouloir dire qu'il faut repartir en recherche pour améliorer votre produit et pour lever telle ou telle réticence. Sinon, ce n'est pas la peine. Si ces acteurs-là ont des réticences et ne sont pas réellement convaincus, ce n'est pas la peine d'essayer de vendre le produit. Il vaut mieux travailler le produit encore et encore jusqu'à arriver à un produit pour lequel il y a un alignement des intérêts des acteurs et que tous, en fait, ils vont plutôt être favorables, donc ils vont argumenter tous en faveur de votre produit parce que finalement, ça les arrange, ça leur simplifie la vie. Ça, c'est l'idéal. Dans ce cas-là, c'est l'idéal. Vous allez arriver à convaincre les politiques, vous arriverez à avoir un bon remboursement de la sécurité sociale, etc. Donc, c'est très important de voir tout l'environnement de votre produit, pas seulement ceux qui vont vous fournir les matières premières, pas seulement vos clients. Alors, toute la phase du produit, où il y a la phase où le produit est en recherche. Et là, il est en devenir, donc il est complètement pas défini. Vous êtes en phase exploratoire au niveau de la recherche et du développement. Et puis, à la fin du projet, il y aura un moment où le produit il est défini, fixé. Et là, vous allez commencer à optimiser la qualité, optimiser les coûts, à optimiser vos processus de production. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez produire et vous savez exactement à qui il faut le vendre. Et donc là, vous allez optimiser et ensuite, vous allez confier le produit aux fonctions commerciales, aux fonctions marketing. Et c'est eux qui vont diffuser le produit et qui vont faire rentrer l'argent, ce qui est encore faire payer les clients, ce qui est encore un travail en soi, pour le rentabiliser. Mais entre les deux, vous voyez qu'il y a toute une phase qui peut être très longue, qui peut durer des mois ou des années même, que cet auteur Millier appelle état transitoire,
et qui est en fait un moment où il va falloir générer en parallèle l'objet, donc préciser peu à peu ce que vous voulez produire, en même temps que le marché. Et c'est parce que vous le faites ensemble que votre objet, peu à peu, il va rencontrer un marché, parce que dès le départ, vous essayez d'aller explorer, d'aller étudier les marchés potentiels, d'aller voir des clients potentiels et d'aller voir leur environnement, et que vous n'allez pas développer dans n'importe quelle direction. Alors, par exemple, c'est important pour avoir une démarche commerciale adaptée, pour déclencher un intérêt chez des clients potentiels, de bien présenter votre application technologique. Par exemple, ce produit, évaporateur à compression mécanique de vapeur qui sert à faire évaporer l'eau d'un mélange et à récupérer l'eau pure. Vous cherchez un marché, vous cherchez à convaincre des clients là-dessus. Avec ce type de description, vous avez du mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui est mis en avant dans cette description? Qu'on récupère de l'eau pure. C'est bien. C'est bien. Ça ne déclenche pas un très grand intérêt d'utilisation potentielle. Par exemple, le même produit, vous dites toujours un évaporateur à compression mécanique, mais qui sert à faire évaporer l'eau. Non, c'est pas celui-là. Oui. C'est celui-là. Un concentrateur d'effluent. Là, ça suscite beaucoup d'intérêt parce que là, les clients potentiels vont voir qu'en fait, il s'agit de faire perdre du volume au produit et de récupérer de la matière sèche, qui est donc de la matière plutôt qui contient des choses utiles et qui va être beaucoup plus économique à transporter et à stocker. Donc, présenté comme ça, là, vous avez des chances de convaincre des clients. Ils vont voir l'intérêt. Donc, vous voyez, la manière dont vous présentez votre produit, d'abord, ça va dépendre, pour trouver l'intérêt, ça va dépendre à qui vous le vendez. Hein. Il y a des gens peut-être qui ont besoin d'eau pure. Hein. Mais, donc, il faut le présenter d'une manière ou d'une autre, suivant votre interlocuteur, suivant votre client. Hein. Vous voyez, l'entreprise de la nutritionniste, là, hein, si elle présentait toujours son produit comme quelque chose qui va permettre de suivre le profil nutritionnel des produits sur les lignes de fabrication, elle ne trouvait pas de clients. Quand elle leur a dit « mais ce produit va vous permettre d'augmenter la productivité de vos lignes de production », ligne de production, productivité, ça veut dire de réduire les coûts. Donc là, dans tous les secteurs, ils sont intéressés. Là, vous suscitez de l'intérêt. Donc l'état transitoire, c'est une phase turbulente. C'est une phase pendant laquelle votre projet de produit va évoluer. Et il va évoluer, il peut évoluer dans différentes directions. Au début, on ne sait pas. Et donc, on peut dire que c'est une phase de tangibilisation progressive de l'offre. Peu à peu, on espère que vous arriverez à préciser exactement les produits que vous pouvez faire. Donc là, c'est des phases où il y a énormément d'incertitudes parce que même le client à qui on donne le prototype, au début, il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il pourrait en faire. C'est en travaillant avec le client qu'on va réussir, si tout va bien, à réussir à trouver une utilisation. Donc le client ne sait jamais bien évaluer à l'avance ce qu'il achète, ce qui fait qu'au début, vous allez travailler avec lui évidemment sans rien lui demander, hein, si c'est quelqu'un qui représente un gros marché. Vous n'allez pas le faire payer au début parce qu'il va essuyer tous les plâtres de vos produits mal foutus que vous allez produire au début. Donc cette phase-là, elle va se faire en échangeant, en travaillant avec des clients potentiels. Alors les risques. Donc pendant l'état transitoire, les risques. Si on est un scientifique passionné et perfectionniste, quel est le risque ? Donc on est tout seul, on a fondé sa start-up parce qu'on est fondu de cette technologie et on va la développer. Et on va en faire le blockbuster du siècle. Quel est le risque si on est un chercheur dans l'âme et qu'on est perfectionniste? Oui, manque de recul, c'est vrai. Ça prenne trop de temps. Ça prenne trop de temps, qu'on n'ait pas les bons objectifs. Peut-être que pour cette technologie, le chercheur, le chercheur, il va, disons qu'en abscisse, là, on est un axe de performance. Donc, le chercheur perfectionniste, il va chercher à faire l'objet avec le maximum de performance. Disons performance niveau 10, hein, le maximum de performance. Et alors qu'en fait, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de client là. Par contre, il y a une application ici où ils veulent juste un niveau de performance 5. Mais ils veulent un produit robuste, hein, qui n'ait pas trop de panne, donc il va être lourd, mais qui soit un petit peu polyvalent, qui puisse servir à plusieurs choses. Mais ça ne colle pas. Lui, il leur fait un
un projet de performance 10 qui va plutôt être fragile, parce qu'il va être justement, pour atteindre la performance 10, il y a des chances d'être fragile. Il y a peut-être une application B pour un produit transportable, léger, hein, parce qu'on a besoin de travailler sur du terrain, en se déplaçant dans des sites d'entreprise ou sur des terrains agricoles ou autres. Donc là, on a besoin d'un produit léger qui se transporte. Et avec une performance 6, par exemple. Ici, on a besoin d'une performance 5,5, par exemple, avec un produit qui soit... Donc, performance moyenne bonne et qui ait un beau design, parce qu'en fait, ce produit, il va être à un endroit où le public passe, où va le voir, donc il va être exposé au public, et donc il vaut mieux qu'il soit beau. Donc là, c'est le design qui va compter. Donc vous voyez qu'il fait un objet technique extrêmement performant, mais qui ne rencontre pas du tout les applications où il y a des clients. Donc ça, c'est le risque. Et pour connaître ces applications-là, il faut aller voir des gens, il faut aller étudier ce qu'ils font pour découvrir de quoi ils ont besoin. Donc ça, c'est un premier risque. Donc approfondir la recherche à l'infini, et en fait développer un produit qui a en fait des performances extrêmes, mais personne n'a besoin de ces performances extrêmes. Donc il est extrêmement performant, mais peut-être qu'il y a une toute petite niche qui a besoin de, je ne sais pas, des gens qui vont dans l'espace, mais vous aurez peut-être du mal à rentabiliser votre produit avec simplement quelques lancements Ariane dans l'année, quoi. Hein. Donc, sauf s'ils le payent vraiment, vraiment très cher, hein, ça, je ne sais pas. Mais... Donc voilà. Alors, sans jamais concrétiser sur une application vendable. Donc ça, c'est un premier risque. Deuxième risque, on essaie de faire le produit universel pour un grand nombre d'applications. Donc on essaie de faire un produit qui va servir à toutes les applications. Donc il va être robuste, plus léger, on peut le transporter, plus polyvalent, plus beau. En quoi c'est un inconvénient de faire un produit qui soit bon pour tout, bon pour toutes les situations, pour tous les types de clientèle? Oui. Il n'est pas perfectionné. Il ne va pas être perfectionné dans chaque cas, quoi. Il ne va pas être pointu pour être appliqué dans chaque cas. Donc il va être un compromis entre des objectifs qui en fait sont contradictoires. Donc du coup, il va être moyen, effectivement. Il ne va pas être perfectionné pour servir une application donnée. Et du coup, il ne va pas être concurrentiel avec les solutions existantes. Hein, il a toutes les chances de ne pas être concurrentiel avec l'existant, parce que tous ces gens, ils ont quand même déjà des solutions en général, même si elles ne sont pas parfaites. Et pour chaque type de client, il y a des fonctions qui sont inutiles. Hein, celui qui a besoin d'une machine robuste qu'il met dans son usine, le design ne l'intéresse pas du tout. Il va se demander pourquoi je paye un tel design, puisque finalement, c'est au fond de mon usine, personne ne le voit. Celui qui a besoin de quelque chose qui soit polyvalent, il va se dire pourquoi je paye pour quelque chose, pour des matériaux qui permettent d'être extrêmement légers, alors qu'en fait, je n'en ai pas besoin de cette légèreté-là. Donc chacun paye pour des fonctions qui ne lui sont pas utiles. Alors, on a trouvé notre premier client. On est content, on est une start-up, on a rencontré un client. Et il est intéressé par notre produit nouveau. Par exemple, donc la laine de verre ultra fine, il y a un client qui a besoin de filtres pour des gaz chauds et acides. Et il est prêt à payer un bon prix pour ces filtres. Donc, on va effectivement développer le produit avec lui. Donc, il va essuyer les plâtres, hein, il va travailler avec nous. Et puis, il va avoir les premiers filtres, ils ne vont pas être très performants. Donc, on va essayer de ne pas lui faire payer très cher. Et puis, on se dit que, on va rentabiliser sur les clients suivants, quoi. Le premier, forcément, il travaille avec nous. En fait, il co-conçoit le produit. Donc, on ne va pas lui faire cher. Et puis, on rentabilisera le produit sur les autres clients. Quel est le risque? Pardon? C'est un peu ça. On s'est trop adapté à ce client-là. C'est qu'on suppose qu'il y aura d'autres clients. Mais on ne l'a pas vérifié. Dans ce cas-là, ils n'ont jamais trouvé d'autres clients qui avaient besoin de filtres pour des gaz chauds et acides. Donc, ils ont développé un filtre, ils ont passé du temps, ils n'ont pas fait payer réellement le premier client, mais il n'y avait aucun autre client pareil derrière, qui avait le même besoin. Donc, quand vous décidez, effectivement, c'est légitime de ne pas faire payer plein pot le client qui vous aide. Mais il faut vérifier qu'il y a d'autres clients derrière. S'il n'y en a pas, il faut lui faire payer tout le développement. On lui fait un produit, dans ce cas-là, sur mesure pour lui.
Donc, il va payer cher, c'est logique. Mais il ne faut pas se tromper, quoi. Donc, il faut évaluer ce qu'il y a derrière. Alors, autre choix, donc ça c'est ce choix-là. Donc, soit on va sur une application au hasard, soit un client est prêt à acheter, on est très content, mais on ne s'interroge pas sur le volume du marché. Donc ça, c'est un risque. Si on essaye de partir, je développe sur l'application le produit robuste, je développe sur l'application le produit léger et transportable, je développe sur l'application le produit design, qu'est-ce qui risque de se passer? Je pars dans toutes les directions. Ben, vous ne vous rendez pas compte, mais tout ça coûte très cher, tous ces développements. Donc si vous essayez de développer dans trop de directions, si vous avez le budget pour, c'est parfait. Si vous êtes extrêmement riche, vous avez un financier extrêmement riche qui y croit et qui est prêt à vous aider à développer dans toutes ces directions, c'est parfait. Mais c'est rarement le cas. Donc comme les ressources sont limitées, généralement, on a intérêt à se concentrer sur une application qui est plus crédible, pour lesquelles on a un peu plus confiance, que de trouver réellement un marché. Donc là, il y a un risque de saupoudrage des ressources. Donc pendant l'état transitoire, il y a une première partie où on va essayer d'avoir plein d'idées d'applications. Et c'est vrai qu'en fait, ces idées, peut-être certaines, on les développera plus tard, quand on aura, parce qu'il faut toujours penser, quand on développe un produit, quand on fait une start-up, eh bien, on va développer ce premier produit, mais il faut penser un coup plus tard. C'est-à-dire qu'en général, on aura besoin après d'augmenter son marché. Donc, il faut penser à la génération de produits suivante. Peut-être qu'il faut peut-être garder des idées en réserve pour les autres produits, les produits suivants. Ensuite, on va co-développer, focaliser sur une application qui nous paraît, a priori, où il pourrait y avoir des clients, et on va co-développer avec un des clients. Et pendant ce co-développement, rapprochement entre notre offre et les besoins, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il faut retourner en recherche. Là aussi, c'est itératif. Peut-être qu'on sera obligé de retourner en recherche pour faire la machine qui va bien, qui est à la fois polyvalente et robuste. Peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il faut retourner en recherche et qu'on est obligé. Donc souvent, ça va être des allers-retours comme ça entre la recherche technologique et les contacts avec le client pour peu à peu arriver à matcher, à faire vraiment un objet vendable qui corresponde réellement à ses besoins. Et ce n'est pas forcément le premier prototype qu'on va lui donner qui va correspondre. Voilà, et une fois que ce sera fait, à ce moment-là, on pourra passer au lancement. Alors, donc effectivement, il faut introduire les préoccupations marketing au début, mais c'est vrai que c'est dans le contact avec le client qu'on va pouvoir approfondir, quoi. Et en général, c'est les R&D, c'est pas le marketing là c'est pas les commerciaux qui vont être en contact avec les clients, c'est directement les fonctions recherche et R&D. Parce qu'il faut qu'elles comprennent bien les contraintes du client qui sont technologiques. Donc, dans la phase exploratoire, on va rechercher le maximum d'applications possibles, on va essayer de ne pas se brider, d'avoir le maximum d'imagination, mais en s'informant au maximum auprès d'experts des différents secteurs. On peut rencontrer des prescripteurs du secteur, si c'est des produits pour les alimentaires ou pharmaceutiques, ce sera les médecins, les associations de médecins, les grands mandarins aussi en pharmacie, les distributeurs. Les distributeurs, en grande distribution, ce n'est pas très facile, mais si vous vendez des produits dans des boutiques, souvent, les distributeurs sont de très bons experts de leurs clients. Ils pourront vous dire qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui ne va se vendre pas. Si c'est des réseaux qui se vendent dans des petites boutiques, les distributeurs peuvent être une bonne source d'information. Et donc, vous êtes amené à produire un grand nombre de maquettes, de prototypes pour les proposer aux clients, voir comment ils réagissent, voir comment ils pourraient les intégrer dans leur fonctionnement. Voilà, et ensuite, donc, vous allez passer à un travail approfondi avec quelques clients. Et ça va prendre du temps, souvent, avant qu'émergent certaines applications possibles de la technologie. Et parfois, il faut vraiment s'intéresser
à des choses, vraiment à tout le corpus de connaissances du client. Parfois, il y a des choses où on s'aperçoit que le client, il n'a pas bien, dans sa technologie, il y a des choses qui sont floues, qui sont des problématiques qui sont floues. Donc, il faut rentrer très profondément dans les connaissances du client pour développer certains thèmes, pour approfondir certains thèmes qui sont mal cernés et vraiment travailler avec lui. Alors, un exemple sur les piles à combustible, qui ont été un exemple qui ont été exposés par les gens que j'ai cités plus haut. Voilà, les Garel et Rosier. Donc, il y a une société qui essaye de développer les piles à combustible. Alors, les piles à combustible, c'est des piles qui produisent de l'électricité ou de la chaleur à partir d'hydrogène. C'est intéressant parce que ce n'est pas polluant. Donc, c'est très intéressant. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, c'est très encombrant. Les piles à combustible, ça prend. C'est très encombrant, puis c'est extrêmement cher. Donc, pour l'instant, c'est difficile de trouver c'est très efficace au point de vue énergétique, mais ça a de gros inconvénients pour l'usage. Donc, ils cherchent des clients pour développer ces piles à combustible à partir d'hydrogène. Et en particulier, ils avaient travaillé avec les pompiers. Les pompiers qui ont besoin d'énergie, parfois pour faire fonctionner leur matériel. Et quand ils sont loin des prises électriques, ben, il faut bien qu'ils aient des groupes électrogènes pour faire fonctionner leur matériel. Mais les pompiers, la pile à combustible, à quoi ça pourrait servir? Les pompiers, ils ne voyaient pas. Hein. Et à force de travailler avec les pompiers sur ce qu'ils font, sur toutes les situations qu'ils rencontrent, ils se sont aperçus qu'il y avait une situation qu'ils rencontrent, c'est quand ils sont dans un espace confiné. Un espace hermétiquement fermé, confiné. Bon, généralement pas hermétiquement fermé, mais en tout cas un espace confiné. Donc là, ils ne rentrent pas des moteurs à essence parce que dans un espace confiné, ce ne serait pas bon pour la santé. Donc en fait, ils ont des câbles qui traînent partout pour avoir de l'énergie. Et là, en fait, on s'aperçoit que là, il y aurait quelque chose à creuser parce que la pile à combustible qui n'est pas polluante, justement, dans ce cas-là, ben, ça pourrait permettre de ne pas avoir des câbles qui traînent partout. Alors, pour l'instant, ce n'est pas un produit qu'ils ont réussi à vendre dans la direction des produits, mais en tout cas, c'est une première application qu'ils ont trouvée pour la pile à combustible. Donc, ça vous montre un petit peu comment on peut travailler et qu'effectivement, au début, le client, l'usager, là, ce n'est pas vraiment les pompiers, ils ne vont pas acheter directement ça, mais c'est l'usager, ben, il ne voit pas l'intérêt. Hein. Donc, il faut du temps pour rentrer dans les différentes situations d'usage, pour comprendre ce qu'il fait, essayer de voir quand est-ce qu'il a des problèmes. Hein, parce que les problèmes du client vous intéressent parce que vous allez chercher à voir si votre application ne pourrait pas lui résoudre ces problèmes, justement. Donc, rentrez profondément, travaillez avec l'usager de son problème pour essayer de voir si votre application, elle ne pourrait pas lui être utile. On a déjà parlé donc, du travail à faire avec les utilisateurs potentiels. Parfois, ils seront clients directs, parfois ça sera, par exemple, le personnel d'une division de l'entreprise. Et c'est un autre service qui achète directement. Quand il s'agit de consommateurs, ils sont utilisateurs. Le client, c'est la grande distribution. Donc, il y a tout un travail à faire avec ces personnes-là qui va être long pour trouver où l'application peut générer de la valeur, en fait, être utile. Et donc, parfois, il faudra changer la manière de faire de l'utilisateur. Il faudra, pour qu'il découvre, en fait, l'utilité de cette technologie. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a un certain nombre d'applications qu'on commence à voir émerger qui pourraient être intéressantes, il va falloir analyser ces applications, essayer d'évaluer un peu quel marché elles représentent. Ce n'est pas la peine de développer de façon approfondie même un prototype un prototype très élaboré, si derrière, il n'y a pas réellement de pouvoir d'achat pour l'acheter et d'entreprise pour l'acheter. Donc, il faut s'interroger sur les groupes d'applications ou les groupes de clients qui ont les mêmes besoins et contraintes et donc qui vont représenter un segment de marché. Mais c'est encore virtuel. Mais il faut quand même commencer à s'interroger, une fois qu'on a défini à peu près des applications possibles, sur est-ce que ces segments de marché ont une chance d'être rentables. Donc, il va falloir regarder les aspects techniques de ces segments de marché et puis aussi les comportements d'achat des clients de ces segments de marché, parce qu'ils ne vont pas tous avoir les mêmes critères d'achat,
mêmes motivations d'achat, il ne faudra pas les aborder tous de la même manière. Donc là, on va construire 2 segmentations des clients potentiels, l'une portant sur des critères techniques et l'autre sur des comportements d'achat. Alors on va prendre un exemple qui est un laser. Un laser qui permet un contrôle non destructif des objets par le repérage des défauts, même extrêmement petits. Et donc, ils ont, en travaillant avec différents experts sectoriels et avec des clients potentiels, ils ont identifié un certain nombre d'applications possibles qu'ils ont un peu regroupées en se disant, bon, ça peut être utilisé pour contrôler les conduites d'eau dans les barrages, les tuyauteries extérieures de raffinerie, les gazoducs. Donc tout ça, c'est des choses, il faut passer sur le terrain, hein, il faut se balader avec l'appareil pour le faire. Ça peut aussi être utile pour contrôler des sorties de tôle en laminoir, hein, voir si elles n'ont pas des défauts, les rails, voir s'il n'y a pas eu de fissures et s'il n'y a pas de problème sur les rails. Surveillance des câbles téléphoniques. Donc tout ça, c'est des pièces qui défilent. Donc on voit bien que l'appareil va devoir avoir certaines fonctions particulières pour pouvoir contrôler des pièces qui défilent. Et puis, dans les centrales nucléaires, là, il peut y avoir des détections de défauts à faire sur les matières fissiles. Et on voit que là, il va falloir que l'application ait d'autres caractéristiques particulières pour pouvoir travailler dans des milieux comme les centrales nucléaires, où on ne va pas envoyer un technicien se balader comme ça dans des endroits très dangereux. Donc, ils ont regardé, donc voilà le tableau, chaque fois, des grands types d'applications. Donc, on voit que quand il s'agit de défauts sur le terrain, il faut absolument que l'appareil soit portable. Par contre, sur des pièces qui défilent, il faut pouvoir mesurer à distance et sans contact, et donc faire des mesures extrêmement rapides. Sur les centrales nucléaires, là, il faut mesurer à distance et sans contact, évidemment, parce que c'est extrêmement dangereux. Et ensuite, il faut pouvoir pénétrer très profondément la matière, parce qu'on va voir des défauts, il faut aller loin dans les matières fissiles. Voilà. Donc, à partir de là, ils ont étudié les clients en cherchant quels étaient leurs critères d'achat à ces clients. Donc, vous voyez qu'ils ont trouvé un groupe qui est particulièrement sensible au prix, donc qui voudra quelque chose de pas trop cher, et qui veut être livré assez rapidement. Un autre groupe est particulièrement sensible à la performance. On voit qu'il a une tolérance au prix plus grande, donc on pourra lui vendre plus cher. Mais par contre, il va exiger de l'assistance technique pour mettre en œuvre l'application. Il va peut-être exiger qu'on forme son personnel. Il va peut-être exiger du service après-vente aussi. Lui, il est sensible à la notoriété du fournisseur, donc à la marque. Donc si vous êtes une start-up, c'est un client plus difficile à aborder parce que vous n'avez pas encore beaucoup de références et une notoriété, il risque d'être inquiet face à quelqu'un qui n'a pas un nom public. Le groupe 3, lui, il cherche de la performance et aussi du transfert de connaissances, d'assistance technique, formation, service après-vente. Et lui, il est sensible au prix et à la notoriété du fournisseur. Donc on peut dire que ces deux-là sont assez proches. Et les autres, on peut dire qu'il y a au moins trois profils différents. Et donc, il faudra tenir compte de ça, effectivement, dans la manière dont vous allez à la fois présenter et même calibrer votre application, quoi, pour qu'elle satisfasse. Alors, ils ont, en analysant ces clients potentiels, ils ont vu qu'en fait, il y avait le comportement type laboratoire de recherche. Ce laboratoire de recherche, en fait, il est prêt à payer assez cher s'il a un outil de mesure très performant. Donc, ces gens-là, ils veulent quelque chose de très performant, très sophistiqué, quitte à ce que ce soit cher, que ce soit complexe à utiliser et même parfois fragile, hein, c'est pas grave. Là, vous pourrez leur vendre un appareil qui éventuellement soit fragile. Et puis, par contre, il y a le comportement des usines. Eux, là, vous allez être obligé de passer par les services achats. C'est pas très bon quand on passe par les services achats. Pourquoi? Quand on veut quelque chose aux entreprises. Parce que les services achats, en général, ils sont assez durs sur le prix, en tout cas en France. Hein, c'est des négociateurs assez durs. Donc, ou service achat ou service méthode. Peut-être c'est mieux si votre... et donc, eux, comme c'est en usine, il faut que ce soit quelque chose d'assez robuste, parce que bon, dans les usines, il y a du passage, les gens parfois ne font pas très attention, donc il peut y avoir des vibrations aussi, il faut que l'appareil soit robuste en conditions industrielles. Et donc, et là, il va falloir être bon au niveau coût.
Les usines, elles ont des critères d'efficience économique, d'efficacité économique qui sont importants. Et puis, il y a les services de maintenance. Les services de maintenance, donc, eux, ce qu'ils cherchent surtout, c'est à ce que leur travail aille plus vite, être plus efficace dans leur travail et qu'il aille plus vite. Et donc là aussi, ils ont vu qu'ils étaient prêts à mettre un peu plus cher pour quelque chose qui les rendrait plus productifs et qui leur permettrait d'avoir un travail plus facile. Alors, à prendre aussi en compte, c'est de voir où va être située l'application. Donc, le laboratoire, on voit que c'est hors ligne de production. Par contre, unité de production, là, c'est sur les lignes, donc il faut effectivement penser à la robustesse. Et puis maintenance, là aussi, c'est hors ligne de production. La motivation à s'équiper, on l'a déjà vu. Alors, à partir de là, ils ont fait une... Est-ce que je vous ai... Oui, donc ils ont fait une matrice avec une segmentation des applications techniques. Alors là, il y a les 3 qu'on a déjà vus, et puis ils en ont trouvé d'autres qui sont rajoutés ici. Donc ça, c'est les applications techniques possibles. Alors vous voyez que là, c'est sur du métal. Composite, c'est un mélange de différents matériaux. Donc il y a certaines applications qui doivent être portables, d'autres fixes. Certaines, le rayon sera statique, et d'autres, il va bouger ou il va balayer. Et là, donc là, on a l'axe technique, fonction technique, et là, on a l'axe comportement d'achat du client, donc le laboratoire, l'unité de production, la maintenance. Alors, et là, c'est les segments de marché. Donc, ils ont identifié 10 segments de marché. Alors, il y a des cases qui sont vides, forcément. Hein. Il y a des laboratoires, il n'y a pas de laboratoires qui ont besoin de détecter des défauts sur le terrain. Hein. Il n'y a pas d'unité de production d'usines qui ont besoin ils n'en ont pas trouvé. Donc là, c'est vide, et vous avez les 10 segments de marché qu'ils ont trouvés. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils évaluent sur ces segments de marché? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent, qu'ils évaluent, qu'ils estiment sur ces segments de marché? Là, voilà, le nombre d'entreprises dans ces segments de marché. Quoi d'autre? La demande, la quantité, oui. Là. Oui. En fait, il faut essayer de voir si ces entreprises sont rentables, si elles ont un bon cash flow. Parce que si c'est des entreprises qui ont des toutes petites marges, qui n'ont pas de cash flow, déjà, elles ne vont pas avoir de pouvoir d'achat. Hein. Donc, d'une part, il faut voir leur rentabilité. Et d'autre part, il faut voir si le problème que vous allez résoudre pour elles, il est stratégique, il est vraiment important ou pas. Parce que si vous résolvez un problème qui est très stratégique pour l'entreprise, elle va accepter d'y mettre un budget conséquent. Par contre, si c'est un problème pas très grave et qu'ils ont par ailleurs, par exemple, d'autres solutions alternatives, là, même si l'entreprise est extrêmement rentable, elle ne va peut-être pas dégager le budget. Donc le nombre, la taille des entreprises, où est-ce qu'elles sont, parce qu'il va falloir aussi aller les voir, la rentabilité, est-ce que je résous un problème stratégique, voir par quel service il faudra rentrer. Alors, ça c'est important. Voir dans l'entreprise, en B2B, on peut rentrer par différents services. Il faudra essayer de rentrer par le service qui a, disons, le penchant le plus positif envers votre application. Celui qui est le plus intéressé par votre application. Le service achat qui cherche en général à avoir les prix les plus bas, c'est peut-être pas forcément le premier. Si on peut aller vers un autre service plus motivé, c'est peut-être mieux. Et donc, évaluer le marché représenté par chaque segment. Alors, ensuite, il faudra définir une stratégie pour approcher chaque segment de marché. Qu'est-ce qu'il faut définir avant commencer à aller voir des entreprises du segment? Il faut déjà définir quelles fonctionnalités ils ont besoin. Donc là, il faudra
aller voir quelques entreprises pour essayer d'aller plus précisément. On a vu grosso modo, mais il faut aller plus précisément dans le détail, de voir les fonctions qu'ils ont besoin, donc préciser l'application dont ils ont besoin, et aussi de voir avec quel degré de performance ils ont besoin, quel degré de précision dans la mesure, par exemple, quel degré d'intensité du laser. Il faut qu'il aille loin dans la matière, mais jusqu'où, quel type, tous ces aspects techniques. Et il faudra aussi définir le bon argumentaire. Donc en fonction du type de client et du type de service, il va falloir mettre en avant soit que c'est un élève, c'est ouvert, non? Il faudra voir par quel service on s'approche et qu'est-ce qu'on met dans l'argumentaire pour les convaincre. Donc ceux qui ont besoin de faire performance, il va falloir insister sur la performance. Ceux qui sont très sensibles au coût, il va falloir insister sur le fait que ça augmente la productivité et que ça réduit et que finalement, c'est pas si cher que ça. Parfois, penser éventuellement à une gamme. Parfois, ce n'est pas une seule application qui va satisfaire tous les besoins du client. Parfois, il faut lui présenter une modulation des applications, une gamme de produits. Alors, on va définir pour chaque segment l'offre. Donc, il y a ce qu'on appelle la partie technique de l'offre. Donc, c'est les fonctions du produit. Vous allez là faire un cahier des charges du produit. Et puis, la partie non technique de l'offre, c'est-à-dire à quel prix, qu'est-ce qu'on offre comme assistance technique, qu'est-ce qu'on offre comme maintenance, qu'est-ce qu'on offre comme service après-vente, donc tout l'aspect service, qu'est-ce qu'on offre éventuellement comme formation du personnel. Les délais de livraison qu'on est capable de tenir, dans quel délai on peut livrer la machine. Et on va évidemment utiliser tout le travail d'analyse qu'on a fait avant pour définir ça. Et s'il y a des alternatives, donc ça il faut bien se renseigner comment elles résolvent ce problème-là, les entreprises actuellement. Elles ont peut-être déjà certaines applications ou alors elles s'y prennent différemment. Donc, bien analyser les alternatives pour voir si réellement on est concurrentiel, si vraiment l'application nous on propose, elle va apporter quelque chose par rapport aux solutions existantes. C'est peut-être pas une machine qu'ils ont, c'est peut-être qu'ils s'y prennent d'une telle manière qu'ils n'ont pas besoin de ils s'y prennent d'une manière qui fait qu'ils n'ont pas besoin de votre application. Donc, se positionner par rapport à la concurrence. Puis, définir l'approche commerciale. Donc, choisir la cible donc chez le client, le service le plus sensible, développer l'argumentaire. Et dans l'argumentaire, ça c'est très important, surtout quand on est sur une application nouvelle, une technologie nouvelle, c'est avoir un argumentaire, dire on a testé, c'est extrêmement fiable, c'est pas dangereux, ça marche très bien. Il faut absolument que vous réduisiez les risques perçus face à une innovation, c'est très très important. Que ce soit là une innovation technologique ou une innovation consommateur, d'ailleurs, il faut être très attentif à l'innovation. C'est normal que les gens, c'est quelque chose qui n'est pas familier, donc les gens feront attention à l'aspect sécurité. Donc ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et pour chaque segment, donc on va regarder, on va essayer pour choisir en fait par quel segment on commence notre prospection approfondie du marché. Donc là, c'est qu'on a quand même bien défini l'application, quand on a suffisamment travaillé avec quelques clients pour avoir déjà un prototype qui fonctionne bien, ou des prototypes qui fonctionnent bien, et que déjà on peut discuter sérieusement. Et il va falloir choisir par quel segment on commence. Donc, cette méthodologie propose de faire une notation sur les aspects risques techniques et une notation sur les aspects risques économiques et commerciaux. Donc, pour chaque segment, on va noter les risques liés à la technologie,
et les risques liés à l'environnement technologique, donc ce segment, comment il est du point de vue technologique, et puis on va faire une notation de chaque segment sur les aspects économiques et commerciaux. Alors sur les aspects risques liés aux aspects techniques, donc il y a les aspects liés à la technologie. Est-ce que vraiment vous maîtrisez bien la technologie qui est nécessaire pour ce segment? Est-ce que vous avez une maîtrise parfaite de cette technologie, la technologie telle que vous devez la livrer à ce segment-là? Est-ce que vous arrivez à atteindre les performances qui sont exigées par les entreprises de ce segment? Est-ce que cette technologie-là a une bonne image auprès des entreprises de ce segment? Et est-ce que vous serez capable de faire la deuxième génération de produits? Parce que souvent, on fait un premier produit, et puis en fait, après, on s'aperçoit quand même les premiers produits ne sont pas forcément parfaits. Il va falloir être capable de faire le produit suivant, parce que sinon, vous allez seulement révéler le marché. Si votre produit, il y a quand même des limites assez sérieuses, ben, peut-être que vous allez révéler le marché à des concurrents qui, eux, peuvent arriver et faire le second produit et vous le prendre. Donc, il faut tout de suite penser à votre produit. Il faudra le faire toujours mieux, quoi. Donc, il va falloir le faire progresser, faire une version améliorée dans les quelques années qui viennent, quoi. Les risques liés à l'environnement technologique, donc les solutions concurrentes, est-ce qu'elles leur degré de performance, donc est-ce qu'on se place bien ou pas, est-ce que ces entreprises, elles ont les capacités, elles ont le personnel suffisamment formé pour mettre en œuvre votre technologie? Est-ce que c'est un secteur qui a un certain appétit pour l'innovation, les nouvelles technologies, etc., ou c'est un secteur très traditionnel, qui n'aime pas trop la nouveauté? Donc là, même si votre technologie est très utile, ça va peut-être être plus difficile de les convaincre. Et vos fournisseurs, le second produit, est-ce qu'ils sauront vous donner les composants, les ingrédients, les équipements pour le faire? Est-ce que vos fournisseurs, ils vont pouvoir vous suivre dans l'évolution technologique, dans le progrès technologique sur vos produits? Ou est-ce qu'en fait, s'ils ne peuvent pas, ça veut dire qu'il faut prospecter pour en trouver d'autres très vite, quoi. Donc vous interrogez aussi sur votre écosystème actuel. Vous avez un certain nombre de partenaires. Est-ce que vraiment vous allez garder les mêmes dans l'avenir, ou est-ce qu'il faut déjà envisager qu'à terme, il faudra en chercher d'autres plus performants? Il faut y penser. Alors ça, c'est donc le diagnostic. Là, il y aura une notation donc là-dessus sur les risques techniques liés à cette application. Donc ça va être différent suivant chaque segment de marché, hein, forcément. Et puis, sur les aspects économiques et commerciaux, donc vous allez regarder les atouts et les faiblesses que vous avez. Oui. Excusez-moi, la salle, vous l'avez réservée Oui. Normalement, elle est réservée pour NSA, pour le dessous. Ah, je suis désolée, mais c'est la personne qui s'occupe des salles qui peut la affecter. Et donc ensuite, vous allez prendre en compte les attraits et les contraintes de ce marché pour l'entreprise. Donc, à prendre en compte, peut-être que vous avez déjà des contacts avec ces entreprises-là, vous leur avez vendu du service ou vous les connaissez par ailleurs, donc vous avez peut-être déjà une présence commerciale auprès de ces entreprises, vous avez déjà une expérience de ces clients ou de ce marché. Donc ça, c'est plutôt un point positif, ça réduit le risque. Vous connaissez, vous avez déjà eu des relations avec les distributeurs des produits dans ces entreprises, là aussi, c'est plutôt un point positif. Vous avez déjà une bonne image sur ce segment, auprès des entreprises de ce segment. Vous êtes parfaitement capable de leur fournir l'assistance technique, les services après-vente voulus. Votre produit sera rapidement aux normes. Hein, là, vous serez capable de respecter les normes. Et un point aussi important, c'est que ce segment, l'activité que vous avez sur ce segment, parfois, il est synergique avec d'autres activités de votre entreprise. Donc ça aussi, c'est important. Si vous avez plusieurs activités, que l'ensemble soit en synergie. Donc, vous allez prendre en compte aussi, donc là, les attraits et les contraintes du marché. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises et qu'elles ont un fort cash flow, donc le volume potentiel du marché est important? C'est un marché qui, à votre avis, a toutes les chances d'être dynamique et croissant, parce que le besoin auquel vous répondez, c'est un besoin qui va plutôt croître. Ce n'est pas un besoin qui est sur le point d'être résolu et de s'éteindre.
C'est un marché sur lequel il n'y aura pas beaucoup de concurrence. Alors, pouvoir de négociation avec les clients. Si c'est des grands groupes et que, en fait, il y a d'autres fournisseurs qui sont capables de fournir la même chose, les grands groupes ne veulent jamais être liés à un seul fournisseur. Donc, ils feront tout pour qu'il y ait plusieurs fournisseurs qui leur fournissent un composant ou une application. Ça, il faut le savoir. Ils peuvent parfois même vous obliger à céder la licence à un autre fournisseur pour surtout pas dépendre d'un seul fournisseur. En France, ça se passe comme ça. Donc, il faut y penser. Alors, si votre produit est complètement stratégique, va être difficile à faire par d'autres fournisseurs, vous aurez une position de force même vis-à-vis d'un grand groupe. S'il n'est pas si stratégique que ça, et puis qu'en fait, il y a d'autres personnes qui peuvent assez rapidement se mettre au niveau et faire la même chose, là, il faut prévoir que vous aurez un pouvoir de négociation moindre. Donc, il faut prévoir d'être moins gourmand. Il faut voir si vous pourrez être rentable, mais avec des prix moins forts. Donc, est-ce que sur ce marché, les entreprises ont tendance à aimer l'innovation? Est-ce qu'il y a des risques au niveau réglementaire, changement de normes? Alors ça, c'est aussi des choses très importantes à anticiper. Hein. Essayez d'avoir des contacts avec tous les comités qui s'occupent des normes et avec les hommes politiques qui sont sensibles à ces aspects dans le secteur, hein, pour anticiper. Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des différences, surtout sur des choses très technologiques comme ça? Il y a souvent des normes, des réglementations. Il va y avoir, vous aussi, il va falloir que vous fassiez du lobbying parfois pour que les normes qui vont être appliquées, votre technologie, elle colle. Hein, quel cadre avec les normes, hein, ça, c'est aussi important. Donc, d'aller expliquer que vous allez créer de l'emploi, etc. Donc, il faut absolument que la norme qui va être décidée, eh bien, elle vous permette de produire. Donc, ça, c'est des aspects importants. Aussi, un aspect important, certains segments de marché vont être plus prestigieux, vont être une image plus prestigieuse. Parce que vous, les premières entreprises à qui vous allez réussir à vendre votre application, hein, et puis vous allez leur faire un produit qui sera quand même très adapté à leurs besoins, après, vous allez pouvoir vous en vanter. Ça va être une référence que vous allez mettre en avant pour justement réduire l'appréhension surtout si vous êtes une start-up, l'appréhension des prochains clients en leur disant, mais voyez, avec l'entreprise, on a travaillé avec Arcelor, c'est un beau nom. Et donc, on a tel ou tel, on a fait ça pour eux, ils sont très contents, d'ailleurs, vous pouvez les appeler. Voilà, donc ça fait que vous devenez plus crédible, ça fait que les prochains clients, ils vont considérer, ah oui, c'est pas des gens qui passent comme ça, c'est des gens qui font du travail sérieux. Donc ça, c'est important, c'est un critère qui peut être important. Parfois, on peut prendre un client qui n'est pas si rentable que ça, mais si c'est une bonne étiquette pour la suite, ça se discute, quoi. Alors voilà, donc on peut faire, pour savoir comment on va attaquer le marché, on peut faire une matrice, on fait une matrice du risque lié à la technique. Alors ici, il y a peu de risques et ici, il y en a beaucoup. Et du risque lié à l'économique et au commercial. Donc ici, il y a peu de risques et là, il y en a beaucoup. Donc c'est tous les critères qu'on a pris, on les a affectés de coefficients et puis on a fait une somme pondérée de... Bon, alors tout est subjectif, évidemment. Hein, il faut essayer de le faire le plus justement possible. Et la taille de chaque marché, en fait, est représentée par la taille des ronds. Là, hein. Donc ça, c'est la taille du segment, nombre d'entreprises et cash flow et importance stratégique de votre besoin qui font vous évaluez la taille du marché et c'est représenté par les ronds. Alors, à votre avis, par quel segment faut-il commencer? Quel segment faut-il attaquer? Pas là où il y a peu de risques, exactement. Il faut commencer par les segments les plus faciles. Hein. Donc ceux qui sont ici, S1 et S6, où il y a peu de risques. Alors ils ne sont pas très gros, c'est peut-être pas les plus rentables, mais au moins ça va quand même vous faire rentrer de l'argent, hein, ce qui quand on est une start-up est quand même important. Ça vous fait rentrer de l'argent, ça vous fera des premières références que vous pourrez afficher, hein, et qui vont rassurer les clients ensuite. Et puis là, vous avez beaucoup moins de risques parce que si les premiers clients que vous faites, vous n'y arrivez pas, ça risque de se savoir et ça risque quand même plutôt d'abîmer votre image. Et une fois donc vous aurez
satisfait ces clients-là, vous avez un peu d'argent, vous avez un cash flow, etc. Vous pourrez commencer, là vous voyez que pour ce segment-là, il est très intéressant parce qu'il est quand même extrêmement important. Donc vous commencez, mais on voit qu'il faut que vous améliorez la technologie sérieusement, donc il faudra développer au niveau technologique en essayant de viser ce segment-là. Et puis beaucoup plus tard, quand vous pourrez aller peut-être vers l'autre segment important. Bon, ça vous donne une méthodologie qui est intéressante en B2B, donc quand on travaille pour d'autres entreprises, et qui vous montre que bon, ça va être très progressif, quoi, sur chercher des marchés pour une application technologique forte, hein, une innovation technologique forte. Il va falloir d'abord être très qualitatif avec des clients pour comprendre vraiment où est-ce qu'on peut la placer, et puis à la fin, commencer à évaluer les marchés. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas développer un prototype, aller très loin dans le développement pour un marché qui est trop petit, qui n'existe pas, où vous ne trouverez pas de clients derrière.